Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire de ce numéro, sensibiliser et dépister pour sauver des vies. En Centrafrique, les autorités mettent l'accent sur la prévention pour lutter contre le cancer du sein. À Dakar, les conséquences néfastes du boom de l'immobilier sur l'environnement. Les constructions sont de plus en plus nombreuses et grignotent les espaces verts. Gang de femmes à moto dans les rues de Marrakech, hommage à ces personnalités fétiches et aux nomades modernes. Les clichés pop art d'Hassan Hadjadj sont flashy et décomplexés. Il est notre invité. C'est le cancer qui tue le plus de femmes en Afrique. Le cancer du sein a été dépisté chez plus de 129 000 femmes en 2022 en Afrique subsaharienne. D'après l'Organisation mondiale de la santé, celles qui meurent de cette maladie sont de plus en plus jeunes et se rendent à l'hôpital à un stade trop avancé. En Centrafrique, la prise en charge reste compliquée. L'accent est désormais mis sur la prévention. Reportage. En cette fin de matinée, Mylène fait les dernières installations pour accueillir les premiers clients qui vont arriver d'un moment à l'autre. Femme d'affaires et mère de 2 filles, elle avait découvert une grosseur sur son sein gauche il y a 3 ans. Son médecin lui avait prescrit une échographie puis une mammographie en urgence. Après des semaines d'examen, elle a été diagnostiquée positive au cancer du sein en 2020. J'ai subi une ablation du sein gauche. Aujourd'hui, je suis sous hormonothérapie. J'ai commencé en 2020, donc pendant 5 ans. Et normalement, la rémission, c'est au bout de 5 ans si on sait si on est vraiment définitivement guéri du cancer. Malgré le choc du diagnostic, Mylène reste combative grâce au soutien précieux de ses proches. Petula, qui est l'une de ses amies, s'occupe souvent de récupérer certains de ses résultats d'analyse. Il faut l'assistance de la famille parce que ce n'est pas seulement les femmes, mais dans le monde entier, quand on parle de cancer, les gens l'assimilent à la mort tout de suite. Ce n'est pas tous ceux qui ont le cancer qui meurent. Quand c'est détecté tôt, on peut survivre, on peut en vivre. Pour mieux suivre l'évolution de la maladie dans le pays, l'Institut Pasteur de Bangui vient de lancer une opération de dépistage de 150 femmes. Il y a des femmes, effectivement, qui ont été positives avec des souches à haut risque de cancer qui sont en cours d'être suivies par les gynécologues et certaines auront droit à la thermocoagulation qui permettra d'enlever les lésions précancéreuses. En Centrafrique, une trentaine de femmes ont été diagnostiquées positives au cancer du sein ces 3 dernières années. Alors que cette maladie est peu connue dans le pays, le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Bangui organisent chaque année des campagnes de sensibilisation et de dépistage pour prévenir les Centrafricains sur les conséquences de cette maladie. Dakar est en plein boom immobilier, confronté à une croissance démographique et à un exode rural élevé. La capitale économique et politique du Sénégal est submergée. Implantée sur une étroite presqu'île, elle compte plus de 3,5 millions d'habitants. Pour faire face au manque de logements, de nouveaux immeubles sortent de terre, mais cela a pour conséquence de réduire les espaces verts. Voyez ce reportage de notre correspondant Eliman Dao. C'est l'une des nouvelles hauteurs de Dakar. Un bâtiment entre les 2 collines de la capitale, la Tour des Mamelles. D'un coût de 40 milliards de francs CFA, elle est portée par la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal. Je pense qu'on va monter au deuxième. Taslim est le directeur de l'entreprise qui construit cette tour multifonction et qui propose principalement des plateaux et bureaux aux entreprises. Ça vient répondre à une demande du marché qui est quand même assez conséquente pour des bureaux de qualité. On n'en a pas assez. Dans le cadre du développement de l'attractivité du Sénégal, où on a de plus en plus d'acteurs internationaux qui viennent, et même nous-mêmes, entreprises locales qui recherchons quand même à avoir des locaux de qualité, au lieu d'aller dans une villa, c'est peut-être mieux de pouvoir être dans une tour multifonction où il y a cet écosystème d'autres professionnels. À l'image de la Tour des Mamelles, des immeubles sortent de terre partout dans la ville. Le secteur du bâtiment est en plein boom dans la capitale. La presqu'île de Dakar ressemble à un chantier à ciel ouvert dominé par le gris des constructions. Un Dakarois a en moyenne moins 2 mètres carrés d'espace vert alors que l'OMS recommande 15 mètres carrés par habitant. Ce militant écologiste s'inquiète de la détérioration de la qualité de vie à Dakar à cause du manque d'arbres.
Dans toutes nos familles, malheureusement, on voit des gens impactés par ce manque d'arbres, ce manque d'espace vert, par les maladies respiratoires, par l'asthme, par l'hypertension, par les problèmes respiratoires. Donc oui, ça nous inquiète. Et d'autant plus qu'on pense aussi aux générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, à nos enfants? Une ville sans arbres, une ville sans âme, une ville bétonnée. Le gouvernement du Sénégal avait annoncé la création d'un parc de 10 hectares au cœur de Dakar après une pétition lancée par Mamadou Sakho, un parc jugé trop petit par les militants et qui tarde à sortir de terre. Il mixe son héritage marocain aux scènes culturelles de son Londres adoptif. Ses photos font référence au pop art et se jouent des clichés. Bonjour Hassan Hadjadj. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes de passage à Paris à l'occasion de Paris Photo, la foire d'art internationale consacrée à la photographie. Vous présentez une sélection de vos photos réunies sous le titre 1445 Paris. Qu'est-ce que signifie ce titre ? Le travail que je présente est un mélange de différentes œuvres réalisées ces dernières années. 1445 fait référence à l'année actuelle selon le calendrier hégirien, le calendrier musulman. 1445 Paris, c'est pour donner la date à laquelle se tient l'exposition selon ce calendrier. Habituellement, lorsque je signe mon travail, j'applique 2 signatures sur mes images. Une en arabe avec l'année du calendrier hégirien et l'autre en anglais avec la date comme on l'écrit en Occident. C'est une façon de ne pas oublier d'où je viens et où j'en suis. Je le fais aussi pour moi-même, pour me maintenir enraciné et ne pas m'oublier. L'une des séries que vous exposez est très connue. Il s'agit de Cash Angels, une sorte de gang de motards voilés et décomplexés qui s'affirment. Quel est votre but et l'idée derrière cette série ? Les gens ne le savent peut-être pas, mais Marrakech est une ville remplie de motos à cause de l'ancienne Médina. Tout le monde utilise des motos et des scooters, les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés, les personnes modernes et traditionnelles. J'ai commencé cette série dans les années 90 et je me suis concentré sur les femmes voilées pour montrer cette réalité. Mais habitant au Royaume-Uni, en Occident, je savais aussi qu'il y a une certaine gêne par rapport à cela. Vous savez, les gens se demandent si ces femmes conduisent vraiment des motos. Et je dirais que la plupart des femmes que j'ai photographiées conduisent des motos. J'ai aussi étudié leur langage corporel, leur façon de conduire et de s'asseoir sur leur véhicule. J'ai joué avec cela. Toutes mes photos sont mises en scène. J'ai voulu faire quelque chose de cinématographique, de puissant, et laisser le spectateur décider si c'est la réalité ou non. Est-ce qu'il y a aussi chez vous une volonté de jouer avec les stéréotypes sur le Maroc et l'Afrique du Nord ? De quelle façon est-ce que vous interrogez les notions de culture et d'identité ? Je pense, encore une fois, le fait de vivre entre 2 espaces, entre être né et avoir grandi au Maroc et avoir déménagé après à Londres, au Royaume-Uni. Cela m'a donné un autre point de vue. Je peux voir et entendre ce que les gens en Occident pensent de mon pays et de ma culture. L'idée était de jouer avec ces points de vue issus des 2 côtés, donc il y a ces éléments caricaturaux et ludiques. Mais en même temps, j'essaye d'utiliser la réalité avec laquelle je travaille. Les textiles et la musique jouent aussi un rôle à part entière dans vos photographies. Ce sont des éléments qui participent à la création de votre univers kitsch et ludique ? La musique. Je suis un grand fan de musique. J'ai grandi entouré de musiciens. En grandissant au Maroc, j'avais la chance d'écouter de la musique arabe, indienne, et aussi espagnole et internationale. Et quand j'ai déménagé à Londres, cela s'est amplifié. J'ai découvert encore d'autres styles de musique. J'organisais aussi des fêtes underground avec des DJ et des groupes en live. Donc ça fait partie de mon ADN. En ce qui concerne les textiles, mon oncle fabriquait des tapis en plastique dont je me sers comme arrière-plan. Et je pense aussi que comme je vis entre Camden Market et la Médina, et les souks, il y a toujours des textiles autour de moi. Donc je pense que c'est arrivé naturellement. J'ai aussi créé une marque appelée Rap en 1994, une marque de streetwear. Ça m'a montré ce qui était à la mode ou pas, quelle couleur. Qu'est-ce qui vous conduit vers les objets que vous utilisez comme des accessoires, notamment pour encadrer vos créations ?
Les produits que j'utilise comme cadre. J'ai commencé avec des travaux que j'ai appelés les graphiques du souk. C'était dans les années 90. Je photographiais des produits arabes. À l'époque, Photoshop était nouveau et je jouais avec. Et j'imprimais sur des toiles. Ça ressemblait à de la peinture, un mélange entre la peinture et la photographie. Puis lorsque j'ai décidé de montrer mon travail, j'ai voulu lier mes anciennes créations aux nouvelles. C'est comme ça que j'ai décidé d'utiliser ces produits, de construire des cadres à partir des produits physiques. C'est aussi une référence aux mosaïques, avec des motifs répétitifs que l'on utilise beaucoup dans la culture arabe. J'ai également réalisé que les grandes marques populaires permettent d'amener les gens dans votre monde. Je ne sais pas si je peux nommer des grandes marques, mais en utilisant par exemple Coca-Cola ou Pepsi ou Louis Vuitton dans mes photos, cela m'aide à communiquer avec le public. Ça rend la compréhension plus facile. Et le dernier point, quand j'ai commencé à montrer mes photos, je voulais que le cadre fasse partie de mon art, pour que ce ne soit pas juste une impression. La raison, c'est que quand j'allais dans les musées et que je voyais ces anciennes peintures du XVIIe et XVIIIe siècle, je réalisais que ces tableaux avaient des cadres faits sur mesure pour eux à l'époque, et toujours encadrés avec le même cadre dans un musée. J'ai voulu reproduire la même chose avec mon travail. L'une des autres séries que vous exposez à Paris Photo s'appelle Legs, traduisez jambes. C'est une métaphore de l'existence des nomades multiculturels à travers le globe. Je pense qu'on peut dire ça. Et ma série Jambes est arrivée par accident. J'étais fasciné, j'avais envie de photographier cette partie du corps. Au début, je n'avais pas vraiment d'histoire, je ne savais pas ce que je voulais exprimer. Mais ça a évolué et c'est devenu quelque chose. Je pense que ça permet d'appréhender mon travail. C'est un voyage. Et vous savez, tout le monde marche, moi aussi. C'est vraiment une idée qui a grandi entre mes autres séries. Je la montre quand je peux. Je trouve aussi que c'est bien de voir autre chose que le visage des gens. C'est une autre partie du corps que j'avais envie d'explorer. Merci Hassan Hadjadj d'avoir été notre invité. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.